Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Alors que la presse mondiale fait état du verdict infamant et révoltant rendu contre le journaliste Al-Draani, les uns à la une, les autres en page 2, les médias algériens font l'impasse et traitent l'information dans la rubrique des chiens écrasés. C'est un scandale de plus à mettre à l'actif de cette presse son niveau, loin de l'éthique, médias au service de Macron qui change de partenaire à chaque fois que de nouveaux maîtres apparaissent. Ne nous sommes pas et nous ne nous improvisons pas donneurs de leçons, mais force est de constater que vous avez failli individuellement et collectivement. Vous avez, hélas, écrit ou plutôt rendu feuille blanche quand le droit et la liberté d'informer ont frappé aux portes de vos rédactions. L'histoire retiendra définitivement vos noms et vos publications. Quand un ministre instruit des chaînes de télé et des journaux privés pour qu'ils soient au service d'un pouvoir illégitime, en les sommant de faire le service après-vente de leur politique suicidaire pour le pays, cela s'apparente à de la trahison. Pour le régime, il ne pouvait en être autrement. Khaled Draani, journaliste libre, hérite les tenants du pouvoir. Le président désigné et ses sbires politiques ont fait un enjeu d'État. La bassesse et l'ignominie des déclarations de Tebboune, Belhimer et consorts ont mené à sa condamnation avant son jugement. Tebboune et ses ministres sont allés trop loin. Remonter une telle pente aurait été un énième aveu de faiblesse. Selon les journalistes qui étaient sur place, tout était prêt pour sacrifier Khaled Draani. Martin Luther King disait une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout. La trahison des médias, c'est le titre de notre émission ce soir. Et j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission pour en parler Monsieur Tahar Khelfoun, enseignant à l'IUT de l'Université Jean Moulin de Lyon, juriste et écrivain, qui est avec nous depuis Lyon via Skype. Tahar Khelfoun, merci, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nasser, merci de l'invitation. Merci, Tahar. On aura aussi dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger.
ainsi aussi Karim Kbir, qui est journaliste, notre confrère Karim Kbir, aussi, il sera avec nous dans la première partie de cette émission depuis Alger par téléphone. Montassar Abdroun, journaliste et historien aussi, il sera avec nous. Et Karim Boutata, membre de RAJ. Tahar Khalfoun, je vais commencer cette émission par vous, mais je vais passer très rapidement à Karim Kbir parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez rester avec nous toute l'émission, c'est Tahar, pour en discuter des sujets qui sont brûlants concernant donc l'actualité en Algérie. Très rapidement, c'est Tahar, votre réaction donc à cette condamnation de Khaled Drarni, votre sentiment. On a vu la réaction des médias à l'étranger, mais presque aucune réaction des médias en Algérie à part bien sûr Liberté et El Watan. Tahar Khalfoun. Oui, c'est une condamnation très lourde qui a été infligée à un journaliste qui n'a fait que son travail. Il a été professionnel et il a couvert en fait les manifestations et les grandes marches hebdomadaires d'Alger pendant pratiquement près d'une année, au fait un peu plus d'une année, depuis février 2019. Et le seul tort, c'est d'avoir été professionnel et d'avoir fait correctement son travail. Mais il faut quand même préciser que la liberté de la presse est indispensable à une société, c'est essentiel. Elle est indispensable à la bonne gouvernance, elle est indispensable aussi à la bonne gestion des affaires et des biens publics. Sans liberté de la presse, sans liberté de la presse, l'État dysfonctionnera nécessairement. Et cette liberté, si vous voulez, elle est indissociable aussi du type d'État que se donne une société. L'État mis en place à partir de 1962 est un État qui ne reconnaît pas, dans lequel on ne reconnaît pas le principe de séparation des pouvoirs, ni l'existence des contre-pouvoirs. Donc l'idée de contre-pouvoir est incompatible avec ce système qui est très fortement structuré sur le principe de la centralisation. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'exécutif, le haut commandement de l'armée, les services de sécurité. À partir de là, la liberté de la presse est incompatible, est totalement incompatible avec ce type d'État que l'on qualifie parfois d'État prométhéen, selon le mot de Gauthier-Villiers, ou alors d'État démiurge de Jocelyne Césari. Et Itahmed qualifie cet État d'État moloche, c'est-à-dire un État qui exige le sacrifice, tous les sacrifices, y compris le sacrifice des libertés individuelles et collectives dans une société. Donc, la liberté de la presse, elle est indissociable du type d'État que l'on met en place et qui préside aux destinées des pays. Très bien. Je vais revenir à vous, Tahar Khalfoun. On va essayer de donner la parole très rapidement à Karim Kbir, qui est journaliste. Karim Kbir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Karim Kbir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de RSTV. Merci Karim Kbir d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Karim Kbir, mais je vais revenir donc sur cette condamnation de Khaled Drarni. Vous faisiez partie donc du collectif qui soutenait Khaled Drarni. Vous êtes vous-même journaliste. Vous avez participé plusieurs fois à ces émissions. Votre sentiment, Karim Kbir? Je crois que c'est une... moi, je qualifie en tout cas, c'est pas un verdict, mais c'est beaucoup plus une punition. C'est un châtiment qu'on voulait infliger à Khaled Drarni. Une façon un peu je crois que c'est un message assez clair de tous les... pour ceux qui seraient tentés d'évoquer encore le Hirak ou de réveiller un peu le mouvement populaire. Et donc, c'est un peu une façon de mettre en pas tout le monde et de faire peur, en tout cas, à toutes les voix qui essayent de critiquer ou d'exprimer un avis qui n'est pas dans les standards souhaités par le pouvoir. Parce que, comme on a pu le voir, et tous les avocats, en tout cas, qui ont défendu Khaled Drarni dans c'est que le dossier est complètement vide. Donc, Khaled Drarni n'a pas été
réellement sanctionné pour prétendument les chefs d'inculpation. On a retenu pas plus, mais beaucoup plus pour des raisons politiques, parce qu'il faut bien le rappeler que Abdelmajid Tebboune est intervenu en plein instruction de son dossier pour l'accuser d'informateur. Je crois que c'est comme l'ont dit les avocats, c'est ce qui a été jugé par les autorités judiciaires, donc beaucoup plus. On a retenu contre lui cette accusation parce que je crois que pour la justice, d'abord, il ne pouvait pas sanctionner les accusations retenues contre lui parce que les mêmes Slimane Hamidov et Samir Blaabi ont été poursuivis pour les mêmes accusations, mais ils n'ont pas été sanctionnés de la sorte. Donc certainement Khaled, c'est pour des raisons politiques. Karim, vous pensez donc que c'était un acharnement contre Khaled Drarni. Surtout, vous pensez aussi que le procès de Khaled Drarni a été fait pendant donc cette conférence de presse de Abdelmajid Tebboune qui déclarait, qui l'accusait ou même qui l'a appelé de Khabarji, si on peut dire. Oui, absolument. Je crois que c'est ce qui a pesé dans la décision des juges. Parce que le code pénal interdit logiquement à quiconque de s'interférer ou d'exprimer un avis pendant l'instruction. Mais lorsque Tebboune avait accusé d'information, donc forcément, ça a pesé dans la balance. Je présume que ça a pesé dans la balance. Parce que d'une part, maintenant, je ne vais pas discuter est-ce que Abdelmajid Tebboune a été mal informé par son entourage ou bien il a été piégé. Mais à mon avis, on ne pouvait pas, du point de vue de la justice, je pense qu'elle ne pouvait pas le libérer pour une accusation aussi grave. Donc, en même temps, je ne pense pas qu'il va se déjuger, c'est-à-dire déjuger Abdelmajid Tebboune sur les accusations pareilles. Donc, ils étaient dans l'obligation de maintenir une lourde sanction pour accréditer cette thèse que Khaled était un informateur, alors qu'à vrai dire, il n'a fait que son travail, du côté référent et de replier les mouvements populaires, d'autant que réjouissait une grande crédibilité. Donc ces informations étaient reprises un peu partout dans le monde. Karim Kebir, l'élan de solidarité qui a été donc là, bien sûr, et on a vu aussi les condamnations de l'ONU à travers donc son panel des droits de l'homme concernant donc cette condamnation de Khaled Drarni. Mais la question qui se pose, Karim Kebir, c'est que les médias, si on peut les mettre entre guillemets en Algérie, les chaînes de télévision privées, ils n'ont pas parlé de cette affaire, alors que c'est un journaliste, comme beaucoup de journalistes, qui essaient de faire leur travail le plus honnêtement, le plus librement. Karim Kebir ? Bon, je pense qu'on a perdu, on me dit à l'oreillette, on a perdu Karim Kebir. Je vais revenir avec cette question, c'est Tahar Khalfoun. C'est Tahar Khalfoun, sur cette question, donc on n'a pas vu de réaction des médias en Algérie, et là quand je parle de médias en Algérie, surtout les chaînes privées qui sont liées bien sûr avec la publicité ou les journaux privés qui sont liés à la NEP. On les a pas vus solidaires donc avec Khaled Drarni, alors que on a vu une solidarité à l'international sur cette affaire. Oui, c'est très juste. Je crois que l'un des réflexes du régime est de gouverner par la terreur, en ayant arrêté, réprimer des activistes et des leaders de ce mouvement, de cette insurrection citoyenne comme Blarbi ou Karim Tabou et bien d'autres. Et Drarni
et tous les autres activistes. J'ai appris en lisant la presse qu'il y a plus de 45 encore personnes qui sont arrêtées pour des... Abdelkrim Zghilish, qui est journaliste aussi. Abdelkrim Zghilish. Et d'autres, il y avait une... Abdelsamir, Abdelhay Abdelsamir. Oui, exactement, Abdelsamir. Et plein d'autres journalistes. C'est une façon aussi de terroriser les 40 millions d'Algériens. On dirige la société par la terreur. Et là, la particularité peut-être de Drarni, c'est cette propension qui existe chez lui à se connecter avec l'extérieur. Il a été sollicité, j'ai appris qu'il a été sollicité par des médias canadiens, par des chaînes de télévision françaises. Il est très ouvert sur le monde. Et là, c'est quelque chose qui est très dangereux pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui veut absolument imposer un huis clos à la société, les connexions avec l'étranger sont dangereuses. Et là, ça renvoie à la colonisation. Quand les premiers Algériens commençaient à venir travailler en France au début du XXe siècle, la colonisation a refusé. Et les gros colons ne voulaient pas que les Algériens immigrent parce qu'ils vont découvrir autre chose. Très bien. Je reviens à vous, Tahar Khalfoun. Je pense que Karim Kbir, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis à l'écoute. Très bien. Karim Kbir, je ne sais pas si vous avez écouté ma question avant que ça soit coupé. Par rapport à la solidarité? Oui, par rapport à la solidarité, donc on a vu à l'échelle internationale, mais la question qui se pose, Karim Kbir, vous êtes journaliste vous-même, on a vu le blackout des médias privés, des chaînes privées, des journaux qui sont liés à la NEP sur cette affaire de Khaled Drarni. Mais bien sûr, ça pose un peu, justement, cette affaire de Khaled révèle un peu, pas un peu, mais dans une large mesure, un peu l'état de la presse, de la situation de notre presse. C'est-à-dire, elle révèle l'absence d'engagement, elle pose un problème d'éthique et un problème d'indépendance. Parce que, si vous avez pu remarquer, comme la solidarité parmi les corporations est très réduite, mais tout ça s'explique par le fait que beaucoup de médias, comme vous l'avez si bien souligné, de la publicité éthique, sans compter que beaucoup de responsables de médias sont en général, c'est pas des gens, c'est pas des responsables qui sont acquis au combat démocratique. Ils sont là pour engranger des dividendes économiques, pour s'enrichir, sans compter le fait que sur le plan juridique, nous n'avons pas un système juridique qui garantit une dépendance requise pour l'exercice du métier. Vous avez vu que toutes les télés, par exemple, ce sont des télés offshore, qui sont tolérés, donc ils n'ont pas ni les moyens ni la volonté de faire un travail qui ne va pas plaire au plus grand place. C'est le cas de beaucoup de journaux qui ont lancé sur l'air de Bouteflika, avec lequel il a inondé le marché. D'une part, c'était pour polluer un peu les racistes qui essaient de faire un travail correct. Et puis d'autre part, c'était pour un peu arroser tout le monde, pour susciter une clientèle. Donc aujourd'hui, forcément, ça se répercute un peu dans cette situation. On voit. On a perdu Karim Kbir. Je vous ai dit ces jours-ci, avec le bac, donc la coupure de l'Internet, beaucoup de soucis avec le réseau en Algérie. C'est là où on est malheureusement la situation. Je reviens à Tahar Khalfoun. Tahar Khalfoun, j'aimerais avoir votre analyse, votre avis par rapport donc à l'élan de solidarité qu'on a vu à l'international. Vous-même, je pense que vous faisiez partie de personnalités qui ont donc fait un communiqué et qui a été publié par Le Monde, si je ne me trompe pas. Tahar Khalfoun, et bien sûr Le Monde a publié donc appel pour la libération des détenus de Hirak, je pense. Votre réaction, Tahar Khalfoun, par rapport à ça? Oui, nous avons en effet, à l'initiative d'un certain nombre
de militants associatifs, d'universitaires, d'intellectuels ici en France, mais aussi auxquels sont associés notamment des universitaires, des intellectuels tunisiens, marocains, libanais, syriens, américains, et beaucoup de philosophes intellectuels français. C'est un appel à la solidarité avec le peuple algérien. Il est inadmissible d'assister à cette attitude indifférente de la communauté internationale, des sociétés civiles, des opinions publiques, face à la répression qui s'abat sur un peuple qui a montré une capacité extraordinaire de s'organiser pacifiquement et de revendiquer dans la dignité et dans la non. Nous avons fait cet appel justement à l'opinion publique, aux opinions publiques et aux intellectuels d'un certain nombre de pays qui ont bien voulu signer avec nous, et ils sont très nombreux, et je continue encore à recueillir et à réceptionner de nouvelles signatures. Je crois que c'est très important que l'opinion publique en France, en Europe et en Amérique du Nord et dans les sociétés notamment du Maghreb se mobilise, parce que nous assistons à l'étouffement, à l'asphyxie d'une société par un mouvement pratiquement insurrectionnel mais très pacifique, par des moyens de répression extraordinaires, et d'où donc la nécessité d'une solidarité des opinions publiques. Ça a été le cas quand à Ben Ramadan avait envoyé des émissaires à Paris, la Fédération de France, il leur a donné une double mission. La première mission, c'est la neutralisation du MNA. La deuxième mission, c'est la sensibilisation de l'opinion publique française. Et pourquoi, c'est Tahar, vous êtes en train de dire que ces actions sont importantes. Pourquoi donc il faut mobiliser l'opinion internationale? Est-ce que vous pensez que ces actions peuvent faire pression sur le régime algérien? Oui, je pense que le régime algérien est très sensible au regard qui est porté par la communauté internationale sur l'Algérie, et c'est sur son État et son régime. Je crois que nous avons l'expérience de Kemeldine Fakhar, qui a été libéré la première fois suite à la saisine par son avocat, maître Debbouze, des instances des organismes de l'ONU, et qui ont évidemment fait un peu pression. Catherine Mayor d'Amnesty International, je l'ai saisie s'agissant de l'affaire de Karim Tabour, elle a réagi immédiatement en saisissant le ministère de la Justice en Algérie, et pas mal d'organisations ont saisi récemment par des procédures spéciales les organismes onusiens. Je pense notamment à Riposte International qui a organisé récemment un rassemblement à Genève en face du commissariat aux droits de l'homme. Toutes ces initiatives vont dans le sens d'abord d'ouverture de la société algérienne. Elle doit rester ouverte au monde et à ce qui se passe dans le monde. Mais ceux qui disent, Tahar Khalfoun, ceux qui disent que... on entend des voix, Tahar Khalfoun, qui disent que c'est une affaire algéro-algérienne et on ne peut pas s'immiscer, on ne peut pas laisser d'autres pays s'immiscer dans notre politique intérieure ou dans nos affaires de l'intérieur. Oui, c'est le spectre que fait agiter le régime depuis toujours. Mais je ne connais pas, en tout cas à ma connaissance, d'une organisation algérienne ou de la diaspora algérienne qui a sollicité un exécutif. Je n'ai pas eu d'écho, d'informations concernant une saisine d'un exécutif d'un État. Non. Les organisations de la diaspora saisissent les associations, les syndicats, les organisations de la société civile, les parlementaires, les parlements, les assemblées. Mais à aucun moment, je n'ai eu écho d'une saisine d'un exécutif d'un État pour lui demander de s'agir. Pas du tout. Il s'agit de sensibiliser une opinion publique sur la question des droits humains, qui sont des questions universelles. Et ce sont des questions qui sont aussi certains traités que l'Algérie a signés, qui engagent l'Algérie à respecter ses engagements internationaux. Et donc, nous avons aussi comme responsabilité, en tant qu'Algériens dans la diaspora, de faire ce travail auprès des organisations de la société civile française, des sociétés civiles européennes, de l'Amérique du Nord, du monde arabe et des pays d'islam, pour les sensibiliser sur la situation en Algérie. Sinon, s'il n'y a pas ce travail, il y a un risque d'une dérive, comme celle que nous avions connue pendant la décennie 90. Et ça sera très grave, c'est très dangereux.
Donc les chances d'une transition apaisée sont aujourd'hui réduites par l'attitude répressive, le tout répressif du régime à l'égard d'un mouvement qui a fait preuve d'une responsabilité, d'un sens des responsabilités extraordinaires. Il n'y a pas un pare-brise, pas un pare-choc, pas un rétroviseur, on est cassé pendant 1 an dans les rues. C'est inédit dans l'histoire récente de l'humanité. Le mouvement a fait preuve d'une maturité responsable et d'une maturité exemplaire. Et donc, je crois que le regard de la communauté internationale peut ramener le régime algérien à une attitude un peu plus souple, en libérant d'abord les détenus et puis en acceptant l'idée d'une transition démocratique. Rien de sérieux ne peut se construire politiquement dans notre pays sans la levée de l'hypothèque que fait peser très lourdement l'armée, le haut commandement de l'armée sur la vie politique. Aucun travail sérieux ne peut se faire si le militaire ne se retire pas du champ politique. C'est le principal blocage qui, aujourd'hui, empêche l'évolution de la société vers des perspectives meilleures, c'est-à-dire l'instauration d'un État démocratique, un État civil, un État qui sera bâti sur des bases d'un État de droit. Très bien, restez avec nous, c'est Tahar Khalfoun. Je reviendrai à vous. On a été rejoint par Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. C'est Issa Rahmoun, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Maître Issa Rahmoun. Oui. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam, bonsoir. Bonsoir, c'est Nassar. Bonsoir aux invités. Merci, Maître Issa Rahmoun, d'avoir accepté l'invitation. Maître Issa Rahmoun, votre réaction donc par rapport à la condamnation de Khaled Dararni, cette solidarité à l'international, quel est votre sentiment, Maître Issa Rahmoun, sachant que vous êtes avocat de plusieurs détenus politiques ou détenus d'opinion, Maître Issa Rahmoun? Écoutez, c'est Nassar, ma réaction ne peut pas déroger à celle de nombreux confrères et consorts du rang de la défense. Une déception, ça c'est sûr, mais une révolte par rapport à l'attitude de la justice algérienne qui vient d'être encore une fois violée par la police politique, parce qu'il faut le dire que ce montage de dossiers vis-à-vis des activistes du Hirak, des militants associatifs, des militants politiques et des journalistes, quand on consulte les dossiers, je dirais qu'aucun mécanisme juridique ne peut prouver sa voie et son application dans le champ d'une justice qui est censée être indépendante. Là, c'est la confusion totale, même chez l'opinion nationale et internationale, parce que notre justice n'arrive pas à comprendre que c'est un pouvoir, que ce n'est pas un appareil entre les mains du régime en place. L'opinion internationale, j'ai suivi vraiment de très près la réaction de différents journalistes, d'organisations, d'ONG internationales qui travaillent dans le domaine de la liberté d'expression, et n'a pas dérogé aussi à l'attitude et à la révolte des journalistes libres, autonomes algériens. Je rejoins tout à fait ce que Tahar Khalfoun avait déclaré. Quand il n'y a pas de recours interne, quand les voies de recours interne sont épuisées et que le silence et qu'une opération d'OPA est organisée autour des affaires des détenus du Hirak, je pense que le recours international devient légitime. Parce que l'Algérie, il ne faut pas qu'il nous complexe avec l'ingérence, cette politique accusatrice d'ingérence et de main étrangère, parce que l'Algérie est un État qui évolue dans le concert des nations et qui est tenu par des engagements internationaux, par des traités internationaux, par les mécanismes onusiens et les groupes spéciaux, voire les rapporteurs spéciaux sur des thématiques bien précises, des engagements aussi avec l'Union européenne à l'occasion de la politique européenne de voisinage qui était révisée en 2012,
Et de ce fait, on n'a qu'à rappeler à l'État algérien, au régime algérien, ses engagements avec des voies juridiques, avec des saisines professionnelles qui vont dans le sens à apaiser, comme disait Tahar Khalfoun, la situation en Algérie pour permettre au peuple algérien une transition apaisée, qu'elle soit négociée, qu'elle soit graduelle pour une véritable sortie de crise. Quand vous parlez vous avez bien sûr mentionné le mot apaisé, Tahar Khalfoun aussi qui a mentionné peut-être le mot, j'ai pas bien entendu, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des voix qu'on peut qualifier de sages au sein de ce régime pour aller dans le sens de l'apaisement? Quand on voit tout ce qui se passe après donc l'instauration de Abdelmadjid Tebboune est totalement le contraire de ce mot. Écoutez, je ne pense pas qu'il n'existe plus de femmes et d'hommes au sein du régime. Et quand on dit le régime, c'est pas les vrais décideurs, mais c'est tous ces cadres qui sont dans les différents ministères, dans les directions centrales, dans des postes assez importants, ce qu'on appelle communément l'élite du régime, qui veulent s'aventurer dans un labyrinthe, dans un tunnel qui va mener le pays à des avenirs incertains. Vous savez, l'apaisement de la situation, l'apaisement du champ politique, l'apaisement du débat politique, du débat démocratique, le régime est le seul responsable de la situation actuelle et le seul responsable en cas de dérapage vers l'inconnu. C'est pour cela que la carte, réellement, elle est au niveau du pouvoir, des centres de décision, parce que le peuple, il a donné le meilleur de lui-même. Le peuple a donné son temps, a donné sa jeunesse. L'Algérien a tout donné pour le pays. L'Algérien était toujours pacifique dans ses démarches et la carte, vraiment, la responsabilité est dans le camp du régime. C'est pour cela que la pression internationale où nos amis de la diaspora, à travers les ONG, à travers les différents collectifs qui sont nés juste après le 22 février, est un grand apport pour la révolution du sourire, le Hirak al-Jazairi, faire l'œil et avoir un projecteur sur l'Algérie, sur les différentes exactions, sur les violations des droits de la personne humaine et sur tous les domaines, dans tous les domaines, sûrement on va pousser les États à réagir d'une manière positive pour le peuple algérien. Pourquoi ? Parce que l'Algérie occupe quand même géostratégiquement une place très importante. La communauté internationale a compris en fin de compte que si l'Algérie explose, c'est tout le bassin méditerranéen qui explose, c'est l'Europe qui sera atteinte. Et là, la balle aussi est dans le camp de l'Occident. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Je vais revenir à vous, Tahar Khalfoun, avant d'entendre l'intervention de Khaled Drarni sur notre chaîne. Ce qu'a dit, bien sûr, par rapport donc, à la presse et la liberté de la presse en Algérie. Mais j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce qu'a dit Maître Issa Rahmoun, Tahar Khalfoun, sur cette mobilisation à l'international de la diaspora et qui dit qu'il ne faut pas qu'on soit complexé par les clichés qui nous jettent la main étrangère, l'ingérence. Comment avoir la balance de ne pas tomber, bien sûr, et on sait que l'Algérien est très sensible à ce sujet concernant l'ingérence et le... Oui, bon, c'est une menace que fait agiter le régime, mais ça ne date pas, je crois qu'aujourd'hui, c'est vieux. Tous les premiers nationalistes algériens qui ont tenté de s'opposer de l'intérieur ont été aussi traités de... Et je vais vous rappeler juste, Tahar Khalfoun, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, en 95, ce qui s'est passé à Saint-Egidio, dont Aït Ahmed, Allah yarhamou, était présent bien sûr, l'FLN et le fils
où ils essayaient de trouver une solution pour la crise algérienne. On les a qualifiés, ce temps-là, de traîtres. Absolument. Ben Bella et Ahmed Meri ont été traités de traîtres. Il y a eu un député à l'Assemblée FLN, qui a demandé à ce qu'on retire la nationalité, qu'on le déchoie de sa nationalité. Donc vous voyez jusqu'où ce régime peut aller dans la diabolisation des Algériens. Alors on peut pas tout de même traiter de traîtres de Ben Bella, Meri et Ahmed et d'autres. Et récemment encore, c'est le commandant d'Al-Bourga, un officier de la 4, qui s'est sacrifié de 54 à 62, puis ensuite il s'est battu dans l'opposition depuis 1963, et qu'on a tenté de présenter comme un traître, qui a fait son service militaire en France, etc. Donc c'est un régime qui diabolise systématiquement toute idée d'opposition et toute critique. Ils sont très sensibles au régime, le régime et ses hommes sont très sensibles à la critique. Donc je crois que 54-62 nous a montré que, évidemment, l'insurrection, la guerre était indispensable, bien évidemment. Mais la véritable victoire, elle n'était pas véritablement militaire, c'était une victoire politique et diplomatique. Le FLN a eu l'intelligence extraordinaire de mettre en place un gouvernement provisoire et qui a su internationaliser la question algérienne. Et c'est grâce à l'action à l'international que l'Algérie a accédé à son indépendance. Je crois qu'on peut s'inspirer même si évidemment les contextes ne sont pas les mêmes, les combats ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays indépendant, mais sous domination d'un régime qui a tout confondu. Je reviens au mot d'Ahmed qui correspond parfaitement à ce régime. C'est un État moloche, un État qui exige des sacrifices constamment des Algériens sans contrepartie. Ils exigent la sacrification même le sacrifice de leur liberté, y compris bien évidemment la question de la liberté de la presse. Et donc, tant que nous n'avons pas arraché cet État des mains de la hiérarchie militaire, il sera difficile de faire respecter les libertés de façon générale, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, l'état de droit ne seront pas possibles. Il y a une condition qui est sine qua non, c'est le retrait de l'armée du champ politique. Parce que ceux qui ont consacré en 56 le principe de la primauté du civil sur le militaire, craignaient, c'est Ben Mhidi, Abd Ramadan et les autres, et craignaient la reproduction de la culture entre guillemets des janissaires sous la régence d'Alger. Comme vous le savez, les janissaires, ils étaient entre 10 000 à 12 000. C'est la dernière dynastie qui a dirigé la régence d'Alger de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'à 1830, jusqu'à la chute de Hussein Dey. C'était les janissaires qui faisaient et qui défaisaient à leur guise les dés. Sur la quarantaine, je crois qu'il y a eu 40 ou 42, 43 dés qui ont dirigé la régence d'Alger. L'écrasante majorité ont été déposés dans des bains de sang. C'est ce que Ben Mhidi et Ben ont voulu éviter au cours de la guerre et après la guerre. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à l'éviter. L'assassinat d'Abd Ramdani de Ben Mhidi a sonné le glas d'une Algérie libre et indépendante, et notamment après la mise en place de l'état-major général en 59-60. Ces deux événements majeurs ont hypothéqué la construction d'une Algérie libre et démocratique. Et donc il faut revenir à l'origine de toute cette difficulté auquel les Algériens sont confrontés, de soustraire leur État, l'État qui leur appartient, que nos aînés, que les Algériens qui se sont sacrifiés en 1952 ont arraché des mains de la France pour le mettre au service de la société algérienne. Toute la difficulté vient de là. Il faut qu'on comprenne exactement d'où vient cette militarisation de la politique et la difficulté aujourd'hui à faire entendre raison au haut commandement de l'armée qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, comme on le suggère dans le projet de révision de la Constitution à l'article 30, que l'armée défend les intérêts vitaux et stratégiques de la société algérienne. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette mascarade? On veut encore redonner du pouvoir politique à l'armée. Mais pourquoi cet article 30 qui veut... Non, il n'y aura pas... Regardons à côté la Tunisie. L'article 18 dit clairement l'État tunisien, l'armée tunisienne est soumise, est assujettie à la neutralité absolue.
L'armée doit être neutre. On ne fait pas de politique quand on est militaire. Les gens qui ont contesté, les militaires, l'état-major général qui a contesté le GPRA, Ben Khadda, Karim Belkacem et tous les autres, c'est leur droit de les contester, c'est leur droit de contester les choix du GPRA. Mais il faudrait qu'ils cessent d'être militaires. On ne fait pas de la politique tout en étant militaire. C'est incompatible. L'histoire de la régence d'Alger le montre. Le nombre des assassinés, pratiquement sur 43, la majorité, l'écrasante majorité ont été assassinés par les janissaires, qui les mettaient et qui les déposaient. Donc c'est cette leçon-là qu'il faut tirer. Le haut commandant de l'armée doit comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y aura pas de construction d'une Algérie libre et démocratique tant que l'armée ne souhaite pas se retirer et devenir une institution comme les autres institutions de l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de justice indépendante, nous n'avons pas de séparation des pouvoirs, on ne le retrouve pas dans le projet de constitution. Alors là, le projet de constitution, il a accru les pouvoirs du président de la République, il a augmenté les pouvoirs de l'exécutif, et il a complètement assujetti le pouvoir du Parlement, qui le Parlement, c'est devenu une chambre d'enregistrement, et la justice est aux ordres. Et donc nous n'avons ni l'indépendance de la justice, ni la séparation des pouvoirs. Et donc nous avons une constitution autoritaire et un régime autoritaire au sens de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui dit très bien que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, les garanties et les droits ne sont pas garantis, n'a point de constitution. Donc nous n'avons pas de constitution. Le régime ne fonctionne pas au droit. Le régime ne fonctionne pas à la constitution. Il fonctionne aux faits, aux pratiques, aux mœurs, qui sont souvent des pratiques d'autorité parfois très bien. Mais Tebboune, on va essayer de montrer une vidéo où Tebboune disait que la Constitution était importante dans ce temps-là et que c'était le nouveau départ d'une Algérie nouvelle. Restez avec nous, Tahar Khalfoun, on va essayer juste d'écouter ce qu'a dit Khaled Drarni sur notre chaîne dans une intervention par rapport, bien sûr, à la liberté de la presse en Algérie. Khaled Drarni. هو جاء يعني من جيل لا يؤمن بحرية الصحافة، هو الجيل القديم عنده صحافي، نستطيع أن نشتري صحافي، نستطيع أن نشتري الجريدة وسيلة إعلام. هم عندهم الصحفي لازم يكون دائما من جهته، يشريوه بكل الوسائل. هؤلاء لا يؤمنون بحرية الصحافة ولم يؤمنوا في الماضي بحرية الصحافة. Je vais faire réagir Maître Issa Rahmoun et je vais revenir à vous, Tahar Khalfoun. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Khaled Drarni, bien sûr, dans un programme sur notre chaîne? Votre réaction, Maître Issa Rahmoun? Oui, tout à fait. C'est pas seulement au niveau de la presse, que ce soit les médias lourds ou la presse écrite, mais on retrouve ce phénomène dans les différentes organisations de la société civile, que ce soit des syndicats, des ONG, des ordres d'avocats, des ordres de médecins, où le règne des gérontocrates, je dirais, d'une génération qui ont fait le même moule du parti unique, qui étaient habitués à des comportements autoritaires dans la gestion des affaires d'une organisation, d'un syndicat, d'une corporation. Cela se répercute effectivement sur la nouvelle génération, comme sur la nouvelle vague, la New Wave, qui a une autre manière de voir les choses à l'ère des technologies avancées, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du développement de l'humain dans toutes ses dimensions. C'est pour cela, effectivement, que Khaled Drarni avait dit que cette génération qui nous gouverne, c'est l'ancienne génération qui ont fait tout un parcours qui est autoritaire et qui n'accepte pas une autre idée qu'un avis contradictoire, qu'un avis contraire à leur comportement, à leur manière de gérer les choses, s'implique dans la gestion des affaires du pays. C'est pour cela qu'est venu le 22 février. Même si le 22 février, on a vu toutes les générations du peuple algérien sortir dans la rue, mais sa force de frappe était cette jeunesse, ces étudiants
qui veulent respirer l'air de la liberté, qui veulent respirer l'air de l'état de droit, de la démocratie. Donc la différence, elle est là. Et non seulement il y a un problème générationnel, mais aussi le régime, comme disait Saïd Khlil à l'occasion d'une émission chez vous, la mort biologique du régime est déjà là, elle s'est installée, et la fin du régime est là, on la constate de jour en jour. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le pouvoir doit comprendre en fin de compte qu'il est temps qu'il passe le flambeau à une autre génération, que la transition soit apaisée pour la construction de l'Algérie, cette Algérie nouvelle tant rêvée par les jeunes. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Tahar Khalfoun, je vais revenir à vous. Le frère de Khaled Drarni, Chakib Drarni, était avec moi dans l'émission d'hier. Il nous a dit que Khaled Drarni, son frère, était approché pour qu'il travaille. Donc, on lui a proposé des postes bien payés, bien rémunérés, mais il a décliné. Donc, il n'a pas voulu être dans l'entourage si on peut l'appeler le clientélisme du régime. Est-ce que vous pensez que ces réactions ou ces positions ont fait que le régime s'est acharné sur lui? Oui, je pense que pour des officiers supérieurs de l'armée, pour le régime d'une façon générale, la liberté de la presse, ou la presse tout court, elle se réduit au devoir d'informer des activités du président de la République et de son gouvernement. Il ne faut pas qu'elle aille au-delà, et surtout pas avoir un sens critique, surtout pas avoir un regard critique, si vous voulez, sur l'action du gouvernement et du chef de l'État. Donc, il faut jouer, comme ils ont l'habitude de le faire, la politique de la carotte et du bâton. Quand la carotte ne marche pas, quand des gens comme Khaled Drarni, d'une honnêteté, comme je cite aussi un journaliste qui a été intimidé récemment, qui est un ancien journaliste arabophone, aussi il a été sérieusement mis sous pression. Le journal L'Ouatan aussi, qui a été privé de la publicité parce qu'il a publié donc un article sur la corruption des enfants du feu Gaïd Saleh. Oui. Je pense au journaliste Bouarba. Oui. Il a été mis sous pression. C'est un journaliste professionnel, un honnête homme, je pense, comme d'autres qui font simplement leur travail de journaliste, c'est-à-dire d'informer, d'analyser, d'informer correctement l'opinion publique et de faire leur travail correctement. Il faut être professionnel. Aimer ce pays, c'est être professionnel, c'est de faire correctement son travail. Mais quand l'intimidation, quand les tentatives de corruption ne fonctionnent pas, parfois ils ont affaire à des journalistes honnêtes ou à des cadres honnêtes, à ce moment-là, le régime utilise le bâton, et c'est le cas dans l'affaire de Khaled Drarni. Mais j'insiste sur le fait que le régime s'applique depuis maintenant plusieurs mois à isoler complètement la société algérienne. Et des journalistes comme Drarni et d'autres qui ont des connexions avec des chaînes étrangères, qui ont des contacts avec la presse étrangère, et c'est le propre de tout journaliste de s'informer, d'avoir des contacts, d'échanger avec d'autres journalistes, avec d'autres médias, et ça devient dangereux. La diaspora écrète est tenue en suspicion depuis la Fédération de France du FLN parce qu'on la voit comme une menace. Elle est porteuse d'un idéal, d'un projet qui est différent du projet du parti unique et du régime autoritaire. Mais comment on peut l'isoler, c'est Tahar Khalfoun? Comment on peut l'isoler alors qu'on sait très bien qu'on est en 2020 avec la technologie, la rapidité de l'information, et aussi de l'autre côté, beaucoup disent qu'il y a une médiocratie qui est en train de s'amplifier en Algérie, et surtout l'entourage, si on peut dire, de Tebboune. On a vu l'APS qui publiait un article ou un communiqué qui était vraiment du fake news. Comment on peut isoler ou cacher une information? Vous avez vous-même dit qu'on n'est pas dans les années 90. Le monde a changé.
Oui, absolument. Mais l'écart est gigantesque entre la prise de conscience d'une jeunesse mondialisée, grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, et un personnel politique et une élite dirigeante dont l'ADN est complètement bloqué, si vous voulez, aux années 60 et 70. Les idées de démocratie, de liberté, d'état de droit, de séparation des pouvoirs, d'indépendance ne sont pas inscrits, tous ces principes ne sont pas inscrits dans l'ADN de nos dirigeants. D'où l'écart, d'où le paradoxe. Aujourd'hui, la jeunesse est largement universitaire. Elle est largement connectée sur tout ce qui se passe dans le monde. Et vous avez une élite dirigeante et qui pense encore pouvoir diriger une jeunesse ouverte, une jeunesse mondialisée, une jeunesse qui est à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde par des méthodes de la décennie 70. Il y a un écart, mais extraordinaire, entre le niveau de conscience politique de la jeunesse et le niveau politique des dirigeants. D'où le choc, parce que cette classe dirigeante est incapable d'interpréter les peurs, d'interpréter les angoisses et de répondre aux attentes de la société algérienne. Elle est incapable. Quand il y a un conflit, très souvent pour les dirigeants, c'est un conflit manipulé par l'étranger et donc il faut le réprimer. Dans la société algérienne, il n'y a que des frères. Et entre frères, il n'y a pas de problème. C'est une vision très populiste et très paternaliste que ce régime a à l'égard de la société. Mais ce type d'attitude ne peut plus durer. Ce type d'attitude ne peut plus durer. Je ne sais pas si on a toujours Aïssa Rahmoun. Il y a des coupes. Aïssa Rahmoun, Maître Aïssa Rahmoun, est-ce que vous êtes avec nous? Non, on me dit qu'on l'a perdu. Tahar Khelfoun, je vais revenir donc sur la révision de la Constitution. Vous avez parlé de quelques articles, bien sûr, et beaucoup disent que elle assoit le pouvoir du président, et on parle même de l'empereur. C'est plus le président de la République. Mais on va essayer d'écouter ce qu'a dit Tebboune par rapport donc à la Constitution et le rôle de cette nouvelle Constitution. Après, je vous donnerai la parole Tahar Khelfoun. إذن تغيير الهيكلي تاع الدولة الجزائرية لازم دستور جديد، لازم دستور اللي ياخذ العبرة من كل الدساتير اللي وقعت باش ما نزيدوش نمسوه، يكون دستور توافقي اللي متفقين عليه كاع الجزائريين، يكون عنده قبيلة حياة ل 50-100 سنة، أطول مدة ممكن. أطول مدة ممكن، لأن من بعد الدستور تتبنى عليه مؤسسات أخرى انتخابية وغير انتخابية مجالس وطنية بالنسبة لهيئات وطنية أخرى اللي تساعد في الرقابة وتساعد في باش نوصل كذلك عبر الدستور بقوانين أخلقت الحياة السياسية، أخلقت الحياة الاقتصادية، أخلقت وعليها نركز منين تجي المؤسسات يصبح القرار، حتى القرار الاقتصادي ماهوش قرار فردي، قرار مؤسساتي، يعني يكتب له الدوام والشفافية، بالأخص لما المؤسسات اللي تجي من بعد الدستور مؤسسات اللي تسمح للمواطن من خلال منتخبيه انه يراقب التسيير ويراقب المال العام ويراقب ان شاء الله تم تفتح ابواب الفرج والتقدم الحقيقي لا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه. Tahar Khelfoun, je ne sais pas si vous avez entendu Abdelmajid Tebboune, mais quand il parle donc de ce projet de la révision de la Constitution, on dirait qu'on va avoir un début d'une Algérie qui peut-être, si on peut dire, elle sera comme la Suède ou la Norvège ou ces pays qui sont très développés. غير دستور توافقي لأنه تم إعداده مشروع تغيير دستور أو تعديل دستور من طرف خبراء القانون. Le projet a été élaboré par des experts, un comité d'experts, sans doute compétents,
mais loin de la société civile, sans associer le moindre opposant, le moindre représentant d'une association, d'autres universitaires, d'autres juristes. Ce sont les mêmes qui ont été sollicités pour la constitution pour la révision constitutionnelle de 2016. Donc, c'est pas une constitution consensuelle, comme le chef de l'État veut bien l'affirmer. Le problème de la constitution dans notre pays, il est vieux. Alors, vous prenez si l'on remonte à 63, la constitution de 63 ne reconnaît pas le principe de séparation des pouvoirs. Elle a été élaborée, comme tout le monde sait, dans une salle de cinéma humiliant l'Assemblée constituante et son président Farhat Abbas qui a démissionné avec fracas. Et puis, la constitution de 63, elle n'a eu une durée très courte. C'est une constitution très éphémère. Sa durée de vie n'a pas dépassé 20 jours, puisque le président Bembela a fait actionner l'article 59 qui lui concède, qui lui attribue les pouvoirs exceptionnels, et donc de facto, la Constitution a été gelée jusqu'à son renversement le 19 juin 65. C'est une Constitution qui n'est pas du tout consensuelle. Et la Constitution de 76, c'est à peu près la pire des constitutions que l'Algérie ait connue, puisque c'est un mélange d'idéologies. Elle est née de la charte. Et comme par définition, tout phénomène chartiste est véhicule par excellence de l'idéologie. C'est une constitution idéologique qui ne reconnaît ni la séparation des pouvoirs, ni l'indépendance de la justice, ni la garantie des droits. Donc on ne peut pas parler de constitution quand ces trois principes ne sont pas reconnus. Donc il n'y a pas eu de consensus. C'est la raison pour laquelle il faut absolument une constitution consensuelle qui soit née d'un processus constituant, par une assemblée constituante ou par un autre procédé qui lui ressemble. En tout cas, il faut absolument une adhésion d'un large courant, Et pourtant, c'est Tahar Belhimar, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, avait dit qu'on va élargir les consultations avec les différents courants politiques, même ceux de l'opposition, mais tout ça n'a pas été fait. Et là, on avance. Il nous reste 5 semaines donc du référendum. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on est face à la politique du fait accompli, qu'on est en train d'aller droit vers le mur par rapport à la situation politique en Algérie? En tout cas, le projet de révision de la Constitution confirme et conforte le césarisme présidentiel. Il ne conforte pas le régime présidentiel. C'est un régime présidentialiste. Aux États-Unis, il y a un régime présidentiel, mais le régime présidentiel est confronté à de vrais contre-pouvoirs. Le premier contre-pouvoir aux États-Unis, ce sont les États fédérés, qui disposent de vrais pouvoirs. La compétence de principe revient aux États fédérés, et la compétence d'attribution revient à l'État fédéral. Vous avez le Congrès, qui a le vrai pouvoir. Vous avez le contre-pouvoir des médias. En Algérie, tous ces pouvoirs sont entre les mains de l'exécutif. Et le projet de révision ajoute 3 compétences supplémentaires au président de la République, au chef de l'État. Celle de nommer un vice-président, là, ça a été supprimé par le projet de révision. C'est contenu dans l'avant-projet, mais là, cette proposition a été supprimée. Celle d'envoyer la troupe à l'étranger et de nommer aux nouvelles autorités indépendantes de contrôle, etc., pour la Cour des comptes. Donc, non seulement on n'a pas réduit les pouvoirs du président, et on n'a pas consacré donc le pouvoir, la séparation des pouvoirs, ni l'indépendance de la justice, on a augmenté les prérogatives du président de la République. Donc le principe de séparation des pouvoirs n'est pas reconnu. L'indépendance de la justice n'est pas reconnue. Le groupe d'experts refuse d'utiliser même le mot pouvoir judiciaire. Le terme que l'on retrouve dans le projet, c'est la justice. Mais la justice, elle est quasiment chapeautée par le Conseil supérieur de la magistrature, mais le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l'État lui-même. Et la nomination au sein du Conseil supérieur de la magistrature est très largement dominée par des personnes nommées par le chef de l'État, etc. Pareil pour le Conseil constitutionnel, la plupart sont nommés par soit le chef de l'État, par les assemblées, etc. Il n'y a pas de professionnels, enfin il y a très peu de professionnels du droit dans ces instances. Et donc nous n'avons pas une véritable constitution consensuelle qui serait issue d'un processus lent, un processus constituant qui permettrait aux Algériens de participer à l'élaboration de leur constitution. Si vous prenez le cas des États-Unis,
la Constitution, quand on amende la Constitution, on touche à l'identité même du citoyen américain. Toucher à la Constitution, c'est toucher à l'identité du citoyen. Pourquoi? Parce que le citoyen se reconnaît dans sa Constitution. Et pourtant, elle a été élaborée, elle a été fondée par la Convention de Philadelphie en 1787, je crois. Mais maintenant, il y a plus de 2 siècles, mais elle n'a été amendée qu'une trentaine de fois. Elle a été révisée 30 fois en plus de 2 siècles. Alors, pour la Constitution française, elle a été amendée, révisée 24 fois en 60 ans, 62 ans. Et donc, il nous faut un texte. Donc, la question qui se pose, Tahar Khalfoun, qu'est-ce que le régime cherche à travers, à travers ce projet de révision de la Constitution? Qu'est-ce qu'il cherche, le régime? C'est de conforter le césarisme présidentiel. C'est de conforter exactement les mécanismes institutionnels du présidentialisme qui a été établi, consacré depuis 1962. Vous savez, le constitutionnalisme moderne s'articule sur 2 idées forces. La première, c'est la suprématie, la supériorité de la Constitution sur l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, et que le juriste positiviste autrichien Hans Kelsen a théorisé une pyramide des normes, la Constitution, les lois, les ordonnances, les décrets. Toute norme juridique tire sa validité de la norme qui lui est supérieure. Depuis la théorie de Hans Kelsen, tous les États dits avancés, modernes, etc., s'inspirent, travaillent selon cette pyramide inventée, théorisée par ce juriste du XXe siècle. La deuxième idée forte qu'exprime le constitutionnalisme contemporain, c'est l'idée de limitation du pouvoir, qui se décline en une double limitation du pouvoir. La limitation du pouvoir de l'État au sein de l'État lui-même par le principe de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir contrôle le pouvoir, comme disait Montesquieu, le pouvoir contrôle le pouvoir, limite le pouvoir. L'homme, ça part d'une idée toute simple qui est liée à la nature de l'homme. Tout homme disposant d'un pouvoir tend à en abuser. Pour limiter l'abus de pouvoir, il faut lui créer des contre-pouvoirs. Voilà l'idée maîtresse de Montesquieu. Ça, c'est la première limitation du pouvoir au sein de l'État. La deuxième limitation, c'est la limitation du pouvoir de l'État au sein de la société par la garantie des droits fondamentaux et des libertés des citoyens pour éviter le despotisme et la tyrannie. Alors, quand on voit les 2 idées, la supériorité de la Constitution et la double limitation du pouvoir, on ne les retrouve pas, ces deux principes, dans toutes les constitutions que l'Algérie a connues, à l'exception peut-être de celle de février 89, qui est une constitution, quelles que soient les critiques qu'on peut lui reprocher, qu'on peut émettre à l'endroit de cette constitution, elle reste l'une des constitutions les plus libérales et les plus ouvertes et les plus souples. Et là, on a connu une petite année d'un état de droit, de liberté, si on peut dire. Mais très éphémère, éphémère. L'ouverture a été faite en février 89, mais très vite refermée en 1992 par l'arrêt du processus démocratique. C'est l'annulation du processus électoral en janvier 92. Et là, on est revenu, mais c'est la seule période où l'Algérie a connu une certaine liberté politique, une certaine liberté de la presse, où des débats contradictoires étaient organisés dans les médias, et notamment dans la télévision publique. La chaîne nationale. La chaîne nationale. Mais cette parenthèse d'ouverture, même timide, a été refermée très vite. Très bien. Et ce temps-là, vous m'avez donné bien sûr, comment on dit, de l'eau à mon moulin. On a parlé de ce qu'on appelait l'islamisme, et on a essayé de convaincre bien sûr les Algériens que l'islamisme était un danger ce temps-là. Est-ce que vous pensez que la révolution du 22 février 2019 est totalement différente de ce qui s'est passé dans les années 90? Non, mais absolument. Mais c'est très différent, d'abord par son cours pacifique extraordinaire, par sa longévité exceptionnelle et par sa capacité de mobilisation jamais connue depuis 1962. Pour ceux qui ont connu cette période, ils disent que nous avons connu des moments de rassemblement uniquement en 62 et au mois de février de 2019. Donc c'est très différent. La société a beaucoup changé, elle a évolué. En revanche, l'élite dirigeante n'a pas évolué. Elle est restée, le logiciel est très hostile
aux idées de liberté, d'état de droit, de démocratie. Pour l'élite dirigeante, ce sont des contre-modèles. Pour un officier supérieur de l'armée, la démocratie et les libertés, c'est un contre-modèle. Et donc, il y a du travail à faire, il y a du pain sur la planche. Je vais juste rappeler, Tahar Khelfoun, que vous êtes aussi juriste et c'est pour ça qu'on apprécie votre analyse par rapport donc à cette nouvelle constitution. Il me reste quelques minutes et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à la situation en Algérie. Comment vous voyez les choses évoluer, Tahar Khelfoun? D'un côté, on est en train de voir un peuple qui est déterminé à aller au bout de sa révolution, qui a commencé le 22 février 2019, c'est d'asseoir un état de droit et de liberté et les fondements d'un état moderne. De l'autre côté, on est en train de parler d'un régime qui est hors jeu, qui ne comprend pas que les temps ont changé et qui ne veut pas qu'il y ait un changement. Comment vous voyez les choses évoluer, Tahar Khelfoun? Bon, c'est vrai que c'est un régime qui est très hostile au changement et à l'évolution de la Constitution et des régimes qu'elle fonde. Malheureusement, nous n'avons pas la même tradition, le même ancrage de la tradition constitutionnelle qu'en Tunisie. La Tunisie a eu la première constitution moderne en terre d'islam, c'est 1857, Ahd al-Aman, le pacte fondamental, le pacte de sécurité qui garantit l'égalité entre musulmans, juifs, européens, chrétiens, etc. La première constitution en 1861, la tradition constitutionnelle est très ancrée en Tunisie. Nous avons, même sur le plan de la terminologie, des partis créés sur la base de la constitution, le Distour, les années 20, puis ensuite le néo-Distour, et puis l'Assemblée constituante de 1959, et puis la deuxième assemblée issue d'une assemblée constituante en 2011, qui a travaillé pendant 2 ou 3 ans pour élaborer et adopter une constitution sur la base d'une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante, elle a une légitimité historique dans notre pays. La première organisation politique de notre pays, l'Étoile noire africaine, dans son congrès de 1933, avait réclamé la mise en place d'une assemblée constituante. Cette idée, cette requête a été reprise par le PPA, par le MTLD, même par les AML en 1943. Et puis elle a été évoquée, elle a été annoncée lors de la conférence de presse tenue par la délégation étrangère du FLN le 15 novembre 1954 au Caire. Elle a été rappelée par la charte de la Soumam. La plateforme de la Soumam a inscrit noir sur blanc l'idée d'une Assemblée nationale constituante. Et on monte jusqu'à 62. Kérim Belkacem et Boudiaf, quand ils ont créé le comité de liaison pour la défense de la République en juillet 62, ils parlaient d'un congrès, de la tenue d'un congrès et de participation à des élections pour une Assemblée nationale constituante. Le FFS a depuis 1963. La constituante fait partie de son identité politique. Vous avez le Parti des travailleurs, vous avez Benjeloul, Farhat Abbas en 76. Donc c'est une revendication qui a un ancrage historique. Et vous avez aussi la possibilité de justifier ce processus ou cette assemblée constituante par des considérations de type démocratique. Le citoyen doit s'approprier sa constitution parce que cette constitution doit être l'émanation du peuple algérien à travers ce représentant. Et quand on voit l'expérience des pays très proches comme la Tunisie, le Portugal, l'Espagne, la France, toutes les constitutions françaises sont issues des assemblées nationales constituantes à l'exception de la Ve République. Et la Ve République et la constitution de la Ve République a été élaborée par un groupe d'experts à cause de la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie qui a donné à la société française la constitution d'octobre 58 et les institutions de la Ve République, parce que lors des crises, des grandes crises, on a besoin des exécutifs forts. C'est la bataille d'Alger qui a sonné le glas de la 4e République qui était déjà instable, qui était déjà très instable. Et donc, alors nous avons le cas du Portugal, nous avons le cas de l'Espagne, nous avons le cas de la France, nous avons la Tunisie qui est à côté. Tous ces pays se sont construits, ont fondé des institutions, des États sur la base d'une assemblée constituante. Les États-Unis d'Amérique sont nés sur la base d'une assemblée nationale constituante qui est la Convention de Philadelphie. Donc il faut construire sur des bases solides.
Notre régime est mal parti dès 62 et la société algérienne paye les frais européens. Donc, si la Constitution passe, Tahar Khelfoun, c'est notre bras de fer que beaucoup d'observateurs sont en train de soulever après bien sûr le référendum, donc le 12-12. Comment vous voyez les choses, Tahar Khelfoun? Est-ce qu'on restera donc toujours dans ces marches, les Algériens qui sortent encore une fois dans des marches hebdomadaires et qui réclament toujours donc cet état de droit et la rupture avec le régime, où il y a aussi des sonnettes d'alarme concernant un éventuel affrontement qui mènera le pays vers une violence? Oui, mais pour moi, il est très difficile de vous dire quoi faire, etc. Nous, on est en France, on essaie de faire ce qu'on peut avec nos moyens très, très limités aussi. En tout cas, je crois que nous avons cette responsabilité d'accompagner. Là doit être donné par les Algériens en Algérie, et nous avons cette responsabilité de les soutenir et de les aider, notamment à travers la sensibilisation de l'opinion publique française. Vous savez, nos aînés, la Fédération de France du FLN a réussi à sensibiliser deux grands philosophes français, Jean-Paul Sartre et Francis Janson et son réseau. Et grâce au réseau de Francis Janson, l'argent collecté par l'immigration est acheminé jusque dans les banques en Suisse. À Lyon et dans la région Rhône-Alpes que je connais bien, c'est un religieux qui a organisé le FLN dans la clandestinité ici à Lyon. C'est le père Albert Carteron, que les Algériens appellent Bir, parce que c'est un vrai puits. Tout ce qu'on lui dit ne sort pas. Et donc, Albert Carteron est mort dans le Rouf, les années 70. Son attachement à l'Algérie a fait qu'il est mort dans le Rouf, c'est un accident de voiture. Donc, les dirigeants du FLN ont su mobiliser, sensibiliser l'opinion publique française, et grâce à ce travail de sensibilisation, une partie de la société française s'est battue avec le FLN contre le système colonial. Donc nous avons cette responsabilité aussi de convaincre les opinions publiques, de travailler pour sensibiliser les opinions publiques, de travailler pour neutraliser l'action qui est faite, l'action des lobbies franco-algériens, des lobbies algéro-français qui empêchent justement cette proximité, qui empêchent que l'opinion publique, que ce soit en Europe ou ailleurs, soit en faveur du peuple algérien. Il me reste une dernière question, Tahar Khelfoun, et merci beaucoup pour votre temps. Par contre, il ne me reste pas beaucoup de temps pour répondre à votre question. 1 minute 30 maximum. On a parlé de la mort biologique du régime. Et s'il y a une mort biologique de ce régime, est-ce que vous pensez que le changement est inévitable? Très rapidement, Tahar Khelfoun. Non, mais je pense que le changement est inévitable. C'est l'histoire qui veut que le changement est inévitable. Simplement, c'est au régime de comprendre que la société a évolué, a changé, qu'elle ne peut plus accepter d'être gouvernée par des méthodes qui sont complètement inadaptées pour gérer une société d'aujourd'hui comme la société algérienne, très ouverte, très mondialisée. Et on ne peut plus la gérer avec ces méthodes des années 70 et des années 60. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose qui me semble aussi importante, et je reviens justement à l'organisation des pouvoirs et au cadre institutionnel, c'est que l'institution militaire et la hiérarchie militaire doit comprendre que le principal obstacle vient du fait que l'armée domine la vie politique du pays. Elle dirige par mandataire, qu'elle installe par des civils, par des journalistes, etc. Mais les vraies décisions stratégiques sont entre les mains de la hiérarchie militaire. Cette façon de diriger la société n'est plus acceptée et n'est plus acceptable pour les années à venir. D'où la nécessité d'une transition. Tout sera discuté autour d'une table et tout sera fait dans le calme, je l'espère en tout cas, dans un cadre très apaisé, pour que cette société évolue, pour rompre avec le régime en mettant en place de véritables institutions issues
issus de la société. Merci Tahar Khalfoul. Merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Enseignant à l'UIT de l'Université Jean Moulin de Lyon, juriste et écrivain. Merci à vous, Tahar Khalfoul. Merci aussi à Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui était avec nous depuis Alger. Merci à Karim Kebir qui était avec nous au début de cette émission, journaliste. On n'a pas pu avoir Montassar Abtouroun, malheureusement, et Karim Boutata qui était prévu d'intervenir dans cette émission. On est arrivé à la fin de cette émission. On vous retrouve demain, Inch'Allah, avec le standard. Bqaw ala khair.